Wesh. Je suis trop excitée de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo sur Elsa Triolet. Je sais pas encore exactement comment je vais l'appeler et tout, mais bref, vraiment j'avais trop hâte de la filmer, j'ai bossé dessus pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de recherches et c'était pas facile parce que Elsa Triolet, comme on va le voir, c'est une autrice qui a été quand même très peu documentée. Mais donc voilà, je suis trop contente de prendre enfin le temps de me poser pour vous raconter un petit peu tout ce que j'ai découvert sur elle et tout ce que j'ai lu. Elsa Triolet, c'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que j'ai tout de suite beaucoup aimé. J'ai découvert avec un recueil de nouvelles dont je vais vous parler aujourd'hui. Et voilà, ça a été alors pas un coup de cœur, mais en tout cas une rencontre littéraire assez importante. Un an ou deux après, j'ai lu un de ses romans qui m'a laissé assez déconcertée. Et donc j'avais commencé un peu à faire des recherches sur elle, j'avais cherché des podcasts, des trucs pour justement en apprendre un peu plus. Et j'ai été assez frustrée de découvrir qu'en fait je ne trouvais rien sur autre chose que sur sa relation avec Aragon. Donc voilà, je m'étais un peu juré que j'allais moi essayer de justement faire ces recherches et d'essayer de les rendre accessibles à un plus grand nombre de gens qui pourraient justement à la lecture de cette autrice avoir envie de comprendre un petit peu d'où elle tire ses aspirations, pourquoi elle écrit comme ci, comme ça, etc. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire enfin aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu de cette autrice, j'ai décidé de... J'avais pas envie de faire en fait une énorme partie biographique et après de vous parler rapidement de ses œuvres. Du coup j'ai décidé quand même de vous faire un point biographique parce que je pense que c'est intéressant quand même de savoir de qui on parle, un peu d'où elle vient, ce qu'elle a fait dans sa vie, etc. pour la situer. Et après, vous allez voir, il y a des éléments de sa vie que je vais pas vraiment approfondir dans l'introduction, mais que je vais essayer de prendre le temps de développer justement en regard avec ses œuvres. Donc j'ai choisi 3 livres dont je vais vous parler qui, au vu de ce que j'ai lu aujourd'hui, sont assez représentatifs de ce qu'elle a écrit globalement. Donc Elsa Triolet, c'est une autrice qui est née en 1896 en Russie. Elle est née dans une famille juive mais pas pratiquante, une famille d'intellectuels qui va donc immédiatement l'ouvrir un petit peu justement à ce monde intellectuel, qui fait qu'elle va apprendre aussi plusieurs langues. Donc elle va parler couramment le russe mais également le français assez jeune, à partir de l'âge de 6 ans à peu près il me semble. Et donc oui, rapidement elle va être amenée à côtoyer un petit peu les milieux intellectuels et également les milieux politiques révolutionnaires, notamment via sa grande sœur, qui est quelqu'un par ailleurs avec qui elle va avoir une relation pas conflictuelle mais en tout cas de grande jalousie. Je pense qu'il nourrit en partie son œuvre, donc c'est pour ça que je le précise. Au contact de ce milieu intellectuel, elle va aussi du coup être mise au contact de la lecture et de la littérature. Elle, ça va être une grande lectrice de nouvelles, notamment donc de littérature russe également, puisque c'est son pays et sa langue d'origine. Et via ces milieux-là, elle va faire la rencontre d'intellectuels assez importants et d'auteurs aussi, donc notamment de Maïakovski, le poète qui va être un ami très très important pour elle. Et donc Maïakovski, il fait partie des auteurs qui vont justement pousser Triolet à se lancer dans l'écriture, donc aux côtés de Gorky par exemple également, qui notamment en lisant ses lettres vont l'encourager à commencer à tenir un journal, un peu comme un carnet d'entraînement pour poser un petit peu justement tout ce qu'elle a à dire sur le papier et l'encourager à rendre un petit peu public ce qu'elle écrit. Donc Elsa, elle va écrire dans un premier temps en russe, puis en français. Elle va écrire des nouvelles et des romans. La nouvelle, c'est un petit peu quand même le genre par lequel elle rentre dans l'écriture destinée au public. Et va vraiment y avoir justement ce jeu un petit peu entre ces langues que sont le français et le russe, en sachant que ce qu'elle a toujours dit, c'est que pour elle, le changement de langue, mais qui a été un petit peu obligatoire en fait, parce qu'elle a vécu quasiment toute sa vie en France, ce changement de langue-là, ça a été pour elle une assez grande douleur. Elsa Triolet, c'est une femme qui est assez impressionnante je trouve, parce que donc elle a été notamment écrivaine, comme on le sait, sinon on n'en parlerait pas ici, mais ses travaux d'écriture ils se sont pas tenus qu'à la fiction, puisqu'elle a énormément traduit, notamment encore une fois les poèmes de Maïakovski. C'est aussi elle qui a traduit vers le russe des auteurs comme Céline et Gide. Voilà, c'est quand même pas anecdotique. Elle a fait découvrir à la France certains auteurs russes notamment qui exposaient pour la première fois aux yeux de tous l'existence des goulags et des choses comme ça. Donc voilà, un travail de traduction qui a été très important. Elle a également fait un travail de reportage. Elle a été reporter notamment pendant la guerre d'Espagne. Il me semble que le premier reportage elle le fait à ce moment-là, et aussi évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle était elle-même engagée dans la résistance. Elle va faire un petit peu
un travail de reporter sur un peu ce qui se passe dans les maquis, notamment dans la Drôme il me semble, et sur la résistance en fait en général. Elle est aussi critique de théâtre, elle va écrire pour des revues. Quelque chose qui est assez marrant, et c'est quelqu'un qui va être très intéressée par le milieu de la mode. Elle va pendant quasiment 10 ans, il me semble de 1920 à 1930 à peu près, fabriquer elle-même des bijoux de luxe pour des collections de luxe, etc. Et en fait la mode, on va voir que c'est quelque chose qui prend une place assez importante dans son œuvre. C'est quelqu'un qui va justement, dans ce qu'elle écrit, accorder beaucoup plus de place, j'ai l'impression, à décrire des tenues, à décrire la décoration d'un intérieur, d'un appartement, etc. Beaucoup plus que on pourrait décrire on pourrait souvent retrouver des grandes descriptions de paysages, de rues. Elle est beaucoup plus sur l'arrangement du logement, la tenue, etc. Donc quelque chose assez important, je trouve, dans ce qu'elle écrit. Et c'est quelqu'un qui aussi, dans sa vie, va accorder une grande importance au livre. Donc elle dit qu'elle a toujours vécu la littérature comme quelque chose d'un peu libérateur, salvateur, à la fois de lire et d'écrire. Et elle va essayer justement de transmettre ça, notamment en menant la bataille du livre, alors ça s'appelle comme ça, qui est engagée par le PCF à la sortie de la guerre. Elle, un peu l'initiative qu'elle va prendre dans ce cadre-là, c'est d'aller par exemple installer des bibliothèques qui vont vers les gens, en tout cas c'est ça son expression, qui vont vers les gens dans le sens qu'ils vont s'installer sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, dans les salles d'attente des médecins, dans les écoles, etc. pour justement aller vers les gens et pas attendre que ce soit eux qui se tournent vers l'objet livre et pour découvrir ce monde merveilleux qu'est la littérature. J'ai pas envie que la vidéo tourne là-dessus, mais je suis quand même obligée d'évoquer la relation avec Aragon. Donc Aragon, le grand poète surréaliste que je pense que beaucoup connaissent. Donc Elsa, elle a été sa compagne pendant de nombreuses années, en fait jusqu'à sa mort. Et voilà, c'est une relation en fait dont malheureusement elle a été un petit peu victime a posteriori. Alors pas victime d'Aragon lui-même, mais Elsa a énormément inspiré Aragon dans sa poésie et en fait du coup dans son art. Plusieurs recueils qui portent son nom, de nombreux poèmes également. Et donc aujourd'hui on accuse entre guillemets un petit peu le mythe d'Elsa d'avoir justement mis complètement de côté son volet d'écrivaine en fait, et le fait que c'était réellement une autrice à part entière, une artiste à part entière et pas simplement une muse. Et on sait très bien que le statut de muse il a tendance à justement un peu assigner la femme au statut d'objet et donc ne pas la reconnaître pour ce qu'elle a à proposer réellement en tant qu'être humain tout simplement et en tant qu'artiste en l'occurrence. Moi je voulais quand même nuancer un petit peu ça parce qu'alors c'est évident que la relation avec Aragon et le fait que dans l'imaginaire collectif, Elsa Triolet c'est la muse d'Aragon, ça a sûrement impacté l'image qu'on a d'elle aujourd'hui. Par contre, faut noter que leur relation, elle semble pas avoir été qu'une inspiration pour Aragon, mais qu'on a vraiment deux œuvres qui communiquent en permanence. Je veux dire, ils s'adressent l'un à l'autre dans leur préface, ils se dédicacent des livres, ils font mention l'un l'autre des œuvres de l'un et de l'autre dans chacun de leurs ouvrages quasiment, en citant des vers, en mentionnant des titres de romans que l'un et l'autre ont écrits, etc. Donc on sent que la littérature c'était vraiment quelque chose qui partageait et que, oui en fait Elsa, elle a aussi été l'écrivaine qu'elle a été parce qu'elle a été inspirée par sa relation avec Aragon très certainement. De plus, moi je trouve que tout mettre un petit peu sur la faute de la relation avec Aragon, c'est pas très juste. En fait, je trouve que c'est un petit peu dédouaner, si vous voulez, le milieu intellectuel de l'époque, du fait qu'il est en fait complètement invisibilisé tout un tas d'autrices. Toutes les autrices n'étaient pas la muse d'un grand poète ou d'un grand auteur, et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il y a tout un tas d'autrices qui ont été invisibilisées. Donc voilà, je trouve qu'il faut avoir une compréhension un peu plus grand angle de sa relation avec Aragon. J'évoquais rapidement les préfaces en disant que ils se répondent un peu l'un l'autre dans leurs préfaces. Justement, chez Elsa Triolet, moi c'est quand même une des premières choses que j'ai notées, c'est la beauté de ses préfaces. Enfin vraiment, moi c'est un truc qui m'a complètement chamboulée quand j'ai lu le premier livre que j'ai lu d'elle, Le Premier Accro coûte 200 francs, qui est un recueil de nouvelles. La préface qui s'appelle Préface à la clandestinité, qu'elle a écrit pour ce recueil-là, elle est d'une beauté, enfin je veux dire j'ai pas les mots. C'est vraiment les seules préfaces que j'ai pris plaisir à lire de ma vie de lectrice, pardon. C'est un peu comme des petites nouvelles à part entière dans les romans à chaque fois. Et notamment moi du coup la préface à la clandestinité, je pense que c'est le texte de ce recueil qui m'a le plus marqué et dont je garde le plus de choses Et je trouve que c'est assez important à noter quand même parce que moi c'est la première fois en tout cas que d'un auteur ou d'une autrice je me dis là vraiment ce qui est à noter c'est ces préfaces, c'est un truc de fou Peut-être avant de rentrer un petit peu dans le détail du coup des œuvres dont je voulais vous parler, dire quand même 2 mots sur son style un peu en général. Parce que donc Elsa Triolet c'est une autrice qui a écrit entre 2 langues.
et on sent vraiment dans son travail une inspiration de la langue et de la littérature russe. Donc c'est un style qui est très simple, vraiment sans fioriture. On a voilà, cette utilisation de phrases brèves, d'une certaine répétition que je trouve on peut retrouver chez les auteurs classiques russes. C'est aussi le cas dans la structure, dans les références, etc. de ce qu'elle écrit. Pour elle, voilà, il y a vraiment une volonté. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle parle pour dire, quoi. Elle parle pas pour parler, elle parle parce qu'elle a des choses à dire, et que pour elle, le style doit toujours être au service d'un propos. En gros, quand elle recherche le style, c'est pas forcément juste rechercher une recherche purement esthétique, mais c'est rechercher la meilleure façon de dire quelque chose. Donc ça passe aussi par la plus belle façon de dire quelque chose. Mais qu'en tout cas, voilà, c'est parce qu'elle a quelque chose à dire qu'elle écrit. Elle a aussi une volonté, à travers la littérature, de montrer un peu la vérité, la réalité en tout cas, de faire une proposition de sa représentation de la réalité et de ce qu'elle en voit. Et voilà, pour elle, vraiment, l'auteur, l'autrice, c'est quelqu'un qui vit dans son temps, qui écrit dans son temps, et qui donc est influencé par ses conditions matérielles, par le contexte historique, politique, etc. dans lequel il écrit. Je le disais tout à l'heure, mais pour elle, la littérature, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ses œuvres, où en fait, la plupart de ses personnages, on va souvent apercevoir un petit peu leur goût en lecture, le fait qu'ils ont du mal à lire, et ça c'est vraiment quelque chose qui va les caractériser, quoi. Les auteurs préférés d'un personnage, ça va nous dire quelque chose un petit peu sur sa personnalité et la façon dont elle veut le construire. Je trouve que c'est assez original, quoi. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je voulais vous parler donc de 3 romans, et le premier que je voulais évoquer, c'est le dernier que j'ai lu, c'est Le Cheval Blanc. Donc dans Le Cheval Blanc, on va suivre un personnage qui s'appelle Michel. On le suit à peu près depuis sa naissance, en tout cas depuis sa petite enfance, jusqu'à ce qu'il soit adolescent, jeune adulte. Jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte. Donc Michel, c'est un enfant qui naît dans un milieu plutôt intellectuel, bourgeois, en tout cas aisé, mais pas forcément de la grande bourgeoisie. Il a une mère qui voyage beaucoup et qui l'aime énormément. Sa relation avec sa mère, c'est quelque chose de très important pour ce personnage-là. Et en fait, rapidement dans le roman, il perd, c'est pas du spoil, hein, parce que c'est vraiment tôt dans l'œuvre, quoi. Sa mère décède, et donc il est un petit peu livré justement à lui-même dans sa découverte du monde. Comme il n'a pas vraiment d'autres familles, justement, voilà, il va être un peu livré à lui, et il va en fait se mettre à mener une vie complètement de vagabondage. Il va en fait errer un petit peu dans le monde, d'un ami à l'autre, d'une femme à l'autre, etc. C'est vraiment un livre, moi je trouve, sur le vagabondage et sur l'errance, sur un peu une espèce de quête en fait du bonheur sur laquelle on n'arrive jamais à mettre le doigt. Ça se ressent notamment dans ses relations avec les femmes, où voilà, il mène une vie quand même assez libertine, il a énormément de partenaires, et voilà, on sent que c'est quelqu'un qui justement a du mal à s'attacher à quelque chose, mais parce que c'est un petit peu un éternel insatisfait, et donc c'est un peu comme s'il n'arrivait jamais à justement retrouver le bonheur de son enfant. C'est un texte qui est assez éprouvant à la lecture, parce que justement il n'y a pas beaucoup de rebondissements, quoi. C'est pas un roman à intrigue, c'est pas un roman avec beaucoup de tension, vraiment pas. Faut accepter de se laisser porter, justement, de se laisser vagabonder un petit peu avec le personnage principal. Pour donner peut-être un petit peu de contexte, c'est un roman qui est sorti donc en 1943, pendant la guerre, à un moment où l'éditeur d'Elsa Triolet n'était pas forcément chaud, mais elle a pas mal insisté. Voilà, Elsa Triolet, elle est juive, donc elle écrit évidemment sous pseudonyme à ce moment-là. En plus, elle est communiste, on va y revenir, mais voilà. Mais donc évidemment un roman qui est pas très bienvenu. Et en fait, dans la dernière phrase du roman, elle évoque les camps de concentration. Enfin, c'est une des premières évocations qu'on trouvait dans la littérature française. Et en fait, évidemment, cette dernière phrase a été censurée. J'ai hésité à vous la lire. J'avais même très envie de vous la lire. Finalement, j'ai fait le choix de pas le faire parce que ça spoil quand même un petit peu. Mais vraiment, je trouve que, c'est une phrase qui m'a fait... La façon dont elle conclut le roman, moi j'étais vraiment parcourue d'un frisson, j'ai trouvé ça hyper intense, et je trouve que rien que pour cette fin, pour cette dernière phrase, la façon dont elle arrive à terminer ce roman, alors c'est pas du tout un roman sur la guerre, ni sur quoi que ce soit, du tout. Hein. Voilà, la façon dont elle vient terminer ce roman, je trouve que ça vaut le coup de le lire. Ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'on a justement un petit peu un double aspect, quelque chose qui est assez finalement, pas symptomatique, assez représentatif de l'œuvre d'Elsa Triolet. C'est qu'on est à la fois dans la recherche de quelque chose de très réaliste, de très ancré dans le réel, quoi. Justement, on va pas, on a des personnages et tout ça qui sont en fait très réalistes, pas des héros, c'est pas, voilà, bon, rien d'exceptionnel jusque-là, et en même temps, on est dans quelque chose parfois d'assez onirique, des situations un petit peu improbables, et en fait, on sent qu'elle essaye un petit peu, dans ce roman-là, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu, de montrer un petit peu justement
une certaine absurdité de la réalité. Alors on n'est pas dans l'absurde de Camus et tout ça, en fait la réalité c'est pas quelque chose de tout simple et qui peut être décrit comme ça en mode voici la réalité quoi, mais c'est justement la réalité c'est quelque chose de très complexe avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de contradictions et ça je trouve que c'est quelque chose qu'elle arrive pas mal à faire ressentir notamment dans ce roman. Enfin, voilà, on est dans la recherche documentaire sur les lieux, les habitudes d'un milieu et tout ça, un peu à la Zola, et en même temps on va avoir, ouais comme je disais, quelque chose d'assez onirique, beaucoup d'ellipses, elle utilise énormément l'ellipse, donc voilà, faut quand même un petit peu attentif à ce qui se passe. Et moi, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, parce qu'en fait j'ai lu ce roman en même temps, enfin en parallèle de mes recherches, et il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que donc Michel, qui est un personnage masculin, pour moi c'est vraiment, je pense, un des personnages les plus autobiographiques qu'elle ait écrit. Je trouve ça intéressant justement de se faire incarner de s'incarner dans un homme quoi. Quand j'ai terminé le roman, donc je me suis dit ça un peu pendant toute la lecture, et quand j'ai terminé le roman, je suis allée lire donc la préface du bouquin et je voulais vous en lire un petit extrait. D'ailleurs j'ai complètement oublié en fait de vous montrer le livre depuis tout à l'heure, enfin j'ai l'habitude de les avoir dans les mains et là je l'avais pas. Mais donc, petit extrait de la préface. Le cheval blanc est le plus autobiographique de mes romans, je veux dire le plus proche de ce que j'ai vu et senti du monde. Je ne pourrais ici donner les sources de ce roman, une à une, comme je l'ai fait pour d'autres, car toute ma vie en est la source. Et ce n'est pas d'une étincelle qu'il est né, mais des braises de tout ce qui a brûlé autour de moi. De la beauté de ses préfaces. Là, c'est sa préface, c'est pas le roman. Je sais pas, moi personnellement je trouve ça vraiment magnifique. Oui, je voulais mentionner quelques trucs justement, quelques traits qu'elle a mis dans Michel et qui pour moi vraiment l'évoquent complètement. Donc pour moi déjà il y a la question du rapport à la judéité, parce que comme je l'ai dit, Elsa Triolet, donc elle est née dans une famille juive mais qui n'était pas du tout pratiquante et en fait elle a jamais vécu elle-même sa judéité entre guillemets, et c'est justement plutôt dans le regard des autres toujours qu'elle a été ramenée au fait qu'elle était juive et c'est quelque chose qu'on ressent pas mal dans le roman là justement que en fait, être juif, c'est quelque chose qui était renvoyé par les autres, et c'est un peu ce que subit le petit garçon là quand voilà, à un moment il se fait un petit peu une copine et elle lui dit en fait avant de jouer avec toi je veux savoir est-ce que t'es juif parce que j'ai pas le droit de jouer avec les juifs, et lui il panique parce qu'il se dit mais en fait je ne sais pas ce que c'est qu'un juif quoi. Bon, je trouve ce passage il est assez intéressant. Il y a aussi le rapport au voyage parce que donc Elsa Triolet c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Elle a vécu, enfin donc elle est née, elle a grandi en Russie, elle a aussi vécu à Tahiti, elle a vécu en France. Et voilà, elle a quand même pas mal bougé et le voyage c'est quelque chose qui a été assez important pour elle assez tôt dans sa famille. Et Michel, il y a vraiment ça quoi. Il y a sa mère qui le fait passer d'un pays à l'autre pendant toute son enfance, mais il y a ensuite lui en tant qu'adulte. Bon, il va aux États-Unis, c'est un petit peu le plus gros voyage qu'il fait hors de France. Il va pendant un temps s'engager comme marin, et il va aussi voilà, en France être toujours en vadrouille à droite à gauche, donc on retrouve un petit peu ce truc là. Et le dernier point oui que j'ai trouvé un peu marrant, c'est le rapport à la presse, parce que du coup donc Elsa Triolet c'est quelqu'un qui a mis très longtemps à s'intéresser justement aux affaires du monde, à la politique, à l'actualité et tout ça. Et en fait à un moment justement elle fait dire à Michel que en gros lire le journal ça l'intéresse pas, que le journal c'est comme si c'était un feuilleton et que lui il sait pas ce qui s'est passé dans les épisodes d'avant, donc si là il l'ouvre et qu'il commence à lire il va rien comprendre. Ça c'est quelque chose que elle disait d'elle-même, enfin qu'elle disait elle-même plutôt quand elle était jeune et tout, et du coup je trouve ça intéressant le fait qu'elle l'ait apporté à ce personnage. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est le premier que j'ai lu d'Elsa Triolet. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Le premier accro coûte 200 francs. Donc là, on est sur un recueil de nouvelles vraiment sur la résistance et plus particulièrement sur le rôle des femmes dans la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. On est donc avec 4 nouvelles plus une préface qu'il ne faut pas négliger, dans lesquelles justement elle va nous montrer un petit peu 4 façons de vivre la guerre et de décider ou non de s'y confronter. C'est des textes qui ont été écrits séparément, mais qui en fait, on les lit vraiment comme une œuvre à part entière, quoi. Je pense qu'ils perdent un petit peu de leur importance s'ils sont mis séparément. Il y a Les Amants d'Avignon, qui est une des nouvelles qui avait été publiée toute seule, mais il y en a 2 qui sont complètement en miroir, c'est-à-dire que en fait, dans une des 2 nouvelles, on va suivre un peintre qui à un moment tombe amoureux d'une femme, et la seconde nouvelle, en fait, c'est le carnet de cette femme. 2 nouvelles qui sont un petit peu interdépendantes. Donc ces nouvelles, c'est des nouvelles que Elsa Triolet a écrites pendant la guerre et pendant donc son engagement à elle dans la résistance. Donc c'est un moment où elle avait en fait, c'était très difficile pour elle d'écrire. Elle était juive et militante communiste, donc activement recherchée. En plus, elle était donc voilà, vraiment militante de la résistance, et sa relation avec Aragon, enfin le fait qu'il soit un couple de résistants, la mettait encore plus en danger que si elle avait été seule. Et donc c'est pour ça qu'elle a notamment, enfin principalement écrit des nouvelles
parce qu'en fait c'était un moment où elle avait quand même très peu de temps pour se poser et vraiment écrire, en tout cas c'est un petit peu comme ça qu'elle l'explique. Et donc voilà, ça dresse vraiment un tableau très complet du rôle que pouvaient avoir les femmes dans la résistance, comment elles pouvaient amener justement, convaincre de la nécessité de résister, comment elles pouvaient jouer des rôles d'informatrices, passer des messages, voire diriger en fait certaines opérations. Ce qu'a notamment fait Elsa Triolet, puisque elle justement, un des rôles qu'elle a un peu endossé pendant la résistance, c'était le fait de faire passer des lettres, des textes, de mettre en place un peu une... comment ils appelaient ça déjà ? De la littérature de contrebande, mais y compris du coup des romans et tout. C'est quelque chose auquel elle a pas mal participé. Je disais que pour moi Michel, c'est dans Michel que je l'ai retrouvé le plus dans ce que j'ai lu. Alors faut savoir que ça je l'ai lu avant d'en savoir beaucoup sur elle, donc peut-être qu'on la retrouve autant dans tous ces personnages féminins. Et d'ailleurs je pense que c'est un peu nécessairement le cas entre guillemets que ces personnages féminins ils aient une dimension très autobiographique également, puisque en fait la plupart des choses que les personnages vivent dans ce roman, c'est des choses qu'elle-même elle a vécues. C'est des nouvelles qui sont formalistes, c'est-à-dire que c'est des nouvelles dans lesquelles Elsa Triolet elle a réalisé ce qu'on appelle des collages. Donc en fait elle est venue dans ses écrits de fiction ajouter des extraits de tracts, des extraits de reportages qu'elle a elle-même réalisés, des extraits de son propre journal qu'elle a vraiment incorporé tel quel au texte. Donc c'est pas, je sais pas comment expliquer, genre c'est pas il y a le texte et puis d'un coup vous voyez on saute une ligne, citation d'un tract, on saute une ligne, on continue sur le truc, mais c'est vraiment justement des morceaux de son reportage qu'elle utilise, qu'elle incorpore au texte pour décrire par exemple une scène de parachutage. Ça va être donc des extraits de son journal qu'elle va utiliser pour carnet enterré sous un péché, et donc ça je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup il y a un côté un petit peu documentaire aussi, et on voit que voilà du coup elle vient un petit peu mêler toutes ses activités, donc son activité de reporter, son activité de critique, son activité d'écrivaine et son activité de résistance dans une seule œuvre. Un truc à noter, et pas des moindres quand même sur ce roman, mais c'est que en fait avec ce roman-là, Elsa Triolet, elle obtient le prix Goncourt de 44. C'est la première fois qu'un recueil de nouvelles obtient le prix Goncourt, et c'est la première fois qu'une femme obtient le prix Goncourt. Moi je suis pas du tout, je considère pas que avoir un prix ça donne une valeur au bouquin, mais je trouve que c'est quand même notable que ce soit pour ce roman et la première femme à avoir reçu le prix Goncourt. Et évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde qu'une femme, qui plus est une communiste, se voit remettre un tel prix. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de critiques qui je pense ont un petit peu participé à son discrédit autour du fait que on lui avait remis ce prix uniquement parce que c'était une femme et que genre c'était la mode de mettre les femmes en avant. On connaît ses arguments encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou alors qu'elle a eu le prix juste parce qu'elle était résistante et que vu le contexte politique, il fallait mettre en avant un résistant. Enfin bon, voilà, on est un petit peu sur ces trucs-là, mais moi je vous conseille de vous faire votre avis vous-même. Est-ce que vous considérez que à cette année-là, ce livre a mérité un prix ou pas? Quelle que soit l'importance qu'on donne au prix Goncourt, moi encore une fois, je ne les lis pas et je m'en fous un petit peu de ces prix-là, quoi. Le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Rose à crédit. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune il y a 3 ans, je pense, avec Laurette, Explo-Livre, pour celles et ceux qui la connaissent. Rose à crédit, c'est un roman qui s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle L'âge de Nilon. On va suivre Martine, qui est une jeune femme qui a grandi dans une extrême pauvreté et qui va à un moment se faire recueillir par une coiffeuse et par ce biais-là découvrir en fait une certaine forme de luxure, un certain confort de vie. Et donc ça va éveiller chez elle une passion et un désir presque maladif, une attirance pour les biens matériels, quoi, voilà, et une volonté d'accumuler un maximum d'objets, tous plus luxueux les uns que les autres. Cette Martine, elle est amoureuse depuis sa plus tendre enfance d'un homme qui s'appelle Daniel, qui est de son bled. C'est un amour complètement, vous voyez, c'est l'amour d'enfant là où on fantasme un peu sur quelqu'un alors qu'on lui a jamais parlé ou très brièvement, voilà. Un jour, ils vont se rencontrer à Paris voilà, vraiment se rencontrer et ils vont réellement tomber amoureux et avoir donc une histoire ensemble. Ils vont se marier, s'installer ensemble, etc. Lui, donc pas du tout le même profil qu'elle, hein. Il vient d'une famille très riche qui a fait un petit peu fortune avec les roses, donc la production et le commerce des roses. Et rapidement, en vivant ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils ont 2 visions de l'avenir et de la vie en fait très divergentes. Lui, son objectif, c'est de réussir à créer une rose qui aurait, une variété de roses qui aurait la beauté des roses modernes et l'odeur des roses anciennes. C'est comme ça qu'il le dit dans mon souvenir. Et elle, c'est d'afficher une certaine classe dans son apparence, dans son intérieur, etc. etc. Leur quotidien, malgré tout, un petit peu plan-plan, va être un petit peu chamboulé lorsque Martine va se mettre à acheter de manière, on va dire, compulsive tout un tas de choses à crédit.
Donc j'ai dit Rose à crédit, c'est un roman qui s'inscrit dans la trilogie de l'âge de Nylon. Donc c'est un roman qui est très politique. C'est une trilogie qu'Elsa Triolet, elle écrit, c'est le premier volet. Et c'est une trilogie qu'elle écrit pour justement venir un petit peu faire un exposé des illusions créées par le capitalisme et de comment il vient un peu pourrir en fait les individus, quoi. Et donc ce volet-là, il se concentre sur la question du crédit à la consommation et comment justement le crédit à la consommation, c'est quelque chose qui aliène complètement les individus, leur fait perdre un petit peu la notion des choses et en fait leur donne l'illusion d'un certain bonheur et d'un certain confort avec des choses qui en fait ne permettent pas du tout d'accéder au bonheur, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois dans un peu la construction des personnages et tout ça, le couple Martine-Daniel, en fait, il vient un peu illustrer deux types d'illusions que le capitalisme impose, deux illusions de comment on pourrait accéder au bonheur. Alors d'un côté, il y a donc Martine, comme vous l'avez compris, qui pense qu'en accumulant tout un tas de biens matériels va accéder au bonheur, et de l'autre, on a Daniel qui lui pense que grâce à la science, il va réussir à se surclasser, quoi, défier toutes les lois de la nature pour se hisser un petit peu en haut de l'échelle sociale. Je trouve qu'avec ce roman, on voit un peu en quoi l'œuvre d'Elsa Triolet, elle est politique et elle est progressiste, mais c'est pas pour autant des romans militants ou des romans de propagande, et ça je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve qu'on retrouve vraiment le caractère progressiste dans justement la construction des personnages, dans la façon dont ils vont souvent être émancipés quand même de certaines mœurs, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans Le Cheval Blanc, et dans le regard justement qu'Elsa Triolet elle porte sur ses propres personnages. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, le fait de se poser certaines questions politiques, d'exercer certaines activités quand on est une femme, etc. C'est des choses que évidemment l'autrice elle va pas du tout, que justement l'autrice ne va pas regarder avec jugement, mais qu'elle va présenter comme quelque chose de souhaitable et quelque chose à quoi tout le monde devrait aspirer. Mais pour autant, on n'est pas dans de l'œuvre de propagande comme on peut l'être avec j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il y a comme roman qui est un peu connu de cet ordre-là, il y a Le Bateau Usine par exemple, ou certains textes de Jack London aussi, où voilà, il y a une volonté d'aller faire passer une certaine idéologie. Là, on est plus dans... moi j'ai envie de qualifier ça juste de roman progressiste en fait. Je trouve que c'est un petit peu ce qui colle le mieux avec ça. Et pour finir, oui, un autre truc qui est quand même assez important dans ce roman, et je pense qui vient un petit peu nécessairement justement avec ce truc d'illusion, qu'en fait l'émancipation elle vient par l'accumulation de biens matériels et tout, et quelque chose qu'on retrouve dans l'entièreté de son œuvre, en tout cas de ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est la question de la solitude et de l'amour toujours, qui sont quand même des thèmes qui traversent l'ensemble de son œuvre, des choses qui ont l'air de lui tenir particulièrement à cœur, sur lesquelles elle a beaucoup écrit dans ses journaux aussi, qu'elle a tenus de manière alors pas du tout rigoureuse. Il y a des trous des fois de plusieurs années, etc. Mais voilà, c'est aussi deux thématiques qui traversent quand même son œuvre de façon assez importante et qu'elle traite avec une certaine originalité. En tout cas, une approche que moi j'ai aimé trouver. Écoutez, voilà, je crois que c'est tout, que j'arrive un petit peu à la fin, j'ai la bouche toute sèche, j'en peux plus de parler. Mais voilà, peut-être pour essayer de conclure, Elsa Triolet c'est une autrice qui a énormément écrit. Il y a peu de ses œuvres qui sont disponibles aujourd'hui en librairie. Malheureusement pour l'instant, pour la plupart, il va falloir essayer de chiner un petit peu chez les bouquinistes, faire du forcing auprès des maisons d'édition pour qu'ils rééditent des textes qu'ils ont édités pendant un temps puis qu'ils ont arrêté d'éditer. Pour moi, Elsa Triolet, c'est pas la meilleure autrice de tous les temps, c'est pas mon autrice préférée. Il n'y a aucun de ses romans qui fait partie de mes romans préférés, etc. Mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un, de par son histoire, de par ce qu'elle a écrit, qui gagne à être connue. Je trouve que ses romans sont réellement très intéressants. Faut les lire, quoi, qu'on y trouve vraiment des choses merveilleuses. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Voilà, peut-être que c'est juste moi qui suis un petit peu nulle en recherche et qui du coup ai eu du mal à trouver toutes ces infos sur Elsa Triolet, mais bon, voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu des trucs, que ça vous aura donné envie d'aller creuser de votre côté et de lire son travail. Je vous mettrai un petit peu les sources de ma vidéo, je pense, dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller vous-même bouquiner, parce qu'évidemment moi j'ai fait un choix, une sélection dans ce dont je vous ai parlé. Et encore une fois, voilà, s'il y a d'autres auteurs ou autrices sur lesquels ça vous intéresserait de voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de faire à nouveau ce travail. Pour l'instant, c'est vraiment la vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite de très très bonnes lectures.